Bonjour. Depuis toujours, le ciel et l'espace fascinent les hommes. L'histoire du vol spatial évoque l'exploration de l'univers et des objets célestes du système solaire au cours du temps à l'aide d'engins. Ils peuvent être robotisés ou pilotés par des hommes. Le rêve d'explorer l'espace inspirait les auteurs de science-fiction, les philosophes ainsi que les romanciers plusieurs centaines d'années avant que cela ne devienne matériellement possible. La conquête spatiale a-t-elle toujours eu les mêmes enjeux de 1945 à nos jours ? C'est ce que nous allons tenter d'expliquer à travers ce documentaire. Pour cela, je vais aller à la rencontre du jeune historien M. Debré et du professeur Höller, chercheur au CERN. Pouvez-vous m'expliquer l'origine de la conquête spatiale ? Eh bien, tout d'abord, on ne peut pas vraiment qualifier l'origine de la conquête spatiale. En revanche, on peut dire qu'elle a été le fruit de travaux de nombreux scientifiques, tels que Copernic, qui découvrit l'héliocentrisme, ou Galilée, qui inventa les lunettes astronomiques, et Kepler, qui découvrit les trajectoires elliptiques, ainsi que la création et l'utilisation des V1 et des V2 par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains récupérèrent les scientifiques à l'origine de ces fusées. Professeur Höller, Oui, pouvez-vous m'expliquer les caractéristiques des V1 et des V2 ? bien sûr. Tout d'abord, il faut savoir que le V1 est le premier missile balistique de l'histoire de l'aéronautique. Le moteur est un pulsoréacteur, un réacteur très simple mais très bruyant attaché au corps par deux mâts. Le fuselage contient la charge explosive, le carburant et une centrale à inertie qui assure le guidage. De plus, il est équipé de petites ailes et d'un stabilisateur qui permettent d'assurer leur dirigeabilité. Son lancement s'effectue via des rampes. Le V2 est le même procédé que le V1 mais avec un moteur à propergol liquide et une charge explosive bien plus importante. Sputnik 1 est envoyé en octobre 1957 par l'URSS et resta 21 jours en orbite autour de la Terre. Le lancement de Sputnik 1 avait lieu dans le cadre de l'année géophysique internationale de 1957 à 1958. L'étude de ces signaux devait donc permettre d'étudier la propagation des ondes dans l'atmosphère et l'étude de sa trajectoire devait fournir des informations sur la densité de la haute atmosphère et sur la forme exacte de la Terre bien sûr. De plus, il devait tester la fusée lanceuse R7. Cet exploit technique, tout autant que fantastique, fut un coup de propagande durant la guerre froide. Ce lancement fut un choc pour les États-Unis et remettait en cause leur prédominance dans le domaine scientifique. Monsieur Debré, quelles sont les puissances dominant la conquête spatiale ? Les deux grands de la conquête spatiale durant la guerre froide ne sont autres que l'URSS et les États-Unis. L'Europe étant trop affaiblie pour prendre part à ces rivalités. En effet, une bataille essentiellement politique et économique vont se livrer entre ces deux grandes puissances. Les Américains possédant déjà la puissance nucléaire prêtent peu d'attention à l'élaboration des missiles à longue portée, laissant donc le champ libre aux soviétiques. Toutefois, on remarque une rivalité naissante entre les États-Unis et l'URSS dans le domaine spatial à partir des années 60. C'est ce qu'on appellera plus tard la rivalité Est-Ouest. Alors, pouvez-vous m'expliquer la raison de l'entrée dans la course à l'espace des États-Unis ? Chacune des deux puissances désire affirmer sa supériorité à la fois scientifique et politique face au monde. Au début de la guerre froide, l'URSS domine les États-Unis. Cette domination commence par le lancement de Sputnik 1 grâce à la fusée R7 en octobre 1957. Seulement un mois plus tard, les soviétiques envoient le premier être vivant dans l'espace, la chienne Laika. Suite à cela, les prouesses soviétiques s'enchaînent et ainsi, en avril 1961, Yuri Gagarin est le premier être humain à être envoyé dans l'espace, un exploit de taille. La conquête spatiale est donc largement dominée par l'URSS au début des années 60. À la fin des années 50, la course à l'espace est largement dominée par l'URSS et les États-Unis sont à la traîne. Il faut rattraper le retard. Ce n'est qu'en 1958 que les Américains lancent leur premier satellite, Explorer 1, grâce au lanceur Juno 1, pour détecter les ceintures de radiation de Van Allen autour de la Terre. Le 29 juillet 1958, la NASA est créée pour organiser les différentes missions spatiales américaines. Le programme Apollo est lancé par le président Kennedy afin d'envoyer des hommes sur la Lune.
L'expression Nouvelle Frontière est alors définie par Kennedy lors de son célèbre discours le 15 juillet 1960 à Los Angeles. Malheureusement, il n'aura pas la chance d'assister à son succès puisqu'il meurt en 1963, assassiné à Dallas. Finalement, c'est la mission Apollo 11 qui parviendra à faire atterrir les premiers hommes sur la Lune, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, le 20 juillet 1969. Un exploit considérable qui place les États-Unis en tête. Les premiers enjeux de la conquête spatiale furent bien sûr politiques et militaires. Cependant, pouvoir envoyer un satellite dans l'espace relevait d'un véritable défi technologique. En effet, il fallait prendre en considération deux facteurs pour que cette mission soit réussie. Le premier était de trouver le moyen de faire décoller une fusée, c'est-à-dire de contrer la gravité terrestre. Le deuxième était de pouvoir diriger cette fusée et de lui faire atteindre un endroit bien précis. Pour ainsi dire, la réalisation de cet exploit est due à la création d'un moteur d'une puissance gigantesque et à la maîtrise parfaite du calcul des trajectoires. Le moteur de fusée constitue un système autonome. Il emporte les substances appelées ergols nécessaires à son alimentation et ne prend appui sur aucun support. Il est capable de fonctionner dans l'atmosphère comme dans le vide. Son déplacement repose sur l'éjection en sens opposé de gaz. Ainsi, la fusée éjecte des gaz vers l'arrière et se propulse par réaction. La force créée par ce moteur fusée est appelée poussée. Sa valeur est donnée par la relation poussée, N, est égal le débit de masse éjecté en kg par seconde fois la vitesse d'éjection en masse par seconde. Dans un moteur fusée, le carburant est brûlé dans la chambre de combustion qui est équipée dans sa partie inférieure d'une tuyère, soit un canal d'éjection des gaz. La combustion produit de fortes quantités de gaz en expansion. Les gaz exercent une poussée contre les parois de la chambre de combustion. Les forces exercées sur les parois latérales s'équilibrent, ainsi la force résultante est nulle. En revanche, la pression exercée par les gaz sur la paroi supérieure de la chambre de combustion produit une force qui ne peut s'équilibrer car la tuyère est un canal ouvert. La résultante des forces exercées sur la chambre de combustion est donc dirigée vers le haut, ce qui propulse la fusée. Les substances qui alimentent ce moteur se classent en deux types, les combustibles, l'hydrogène, kérosène, et les comburants, notamment l'oxygène. La réaction de ces deux ergols dégage une grande quantité de gaz ainsi que de la chaleur. Ce couple est appelé proppergol. Aujourd'hui, Ariane 5 est l'une des fusées, appelée aussi lanceur, les plus performantes. Elle est composée de plusieurs étages et de nombreux propulseurs qui lui permettent d'obtenir une poussée de 3 tonnes. La guerre froide a donc servi de terrain de jeu pour ces deux puissances, mais le désir de s'affirmer ne demeure pas que dans le domaine scientifique, puisque deux autres domaines particulièrement importants vont rentrer en compte, le domaine militaire et le domaine économique. Le domaine spatial est un domaine qui représente bien la puissance économique d'un pays, puisque le budget nécessaire pour la recherche spatiale est considérable. Encore là, les États-Unis dominent, puisque le budget alloué à l'agence spatiale américaine est de 73 milliards de dollars pour le programme Apollo. Aujourd'hui, 350 000 personnes travaillent pour la NASA, pour un budget d'environ 36 milliards de dollars, soit 2/3 du budget mondial consacré à la recherche spatiale. Les États-Unis se placent donc devant la Chine, la Russie et l'Inde. L'enjeu économique ne s'adresse pas qu'au pays, puisque des entreprises privées sont actives dans ce secteur. Certaines utilisent des satellites comme Meteosat ou MSG pour la météorologie, d'autres utilisent des satellites pour la télévision ou encore la radio. Le secteur des télécommunications représente à lui seul plus de 20 milliards de dollars. Certaines entreprises ont su se démarquer, notamment Intelsat, qui est le premier fournisseur de télécommunications par satellite avec 25,7% du marché et possède 53 satellites géostationnaires. Il y a d'une part les satellites scientifiques qui sont dédiés à la recherche. Ils étudient l'atmosphère terrestre, ils étudient aussi le champ gravitationnel terrestre et la forme de la Terre. Ils peuvent entre autres vérifier les lois de la physique qui bénéficient de la pesanteur. Certaines sondes spatiales, après s'être placées en orbite autour d'autres corps célestes comme Mars, collectent des données qui sont utilisées pour des études. Il y a aussi les satellites d'application, satellites de télécommunication. Ces satellites sont utilisés pour transmettre des informations d'un point à l'autre de la Terre, notamment des communications téléphoniques ou des transmissions de données, ou des transmissions satellitaires et des programmes télévisés. Il y a aussi les satellites de télédétection qui sont utilisés pour observer la Terre dans un but scientifique, économique ou militaire. Tout d'abord, lorsqu'on utilise le mot trajectoire, on parle de déplacement dans l'espace et de performance. En revanche, on oublie souvent de parler de stabilité, ce que signifient les oscillations de la fusée. Le vol d'une fusée se décompose en 3 parties.
La phase propulsée, qui débute au lancement de la fusée et qui se termine lorsque le carburant est totalement consumé. La phase balistique, qui correspond à la période durant laquelle la fusée va atteindre son altitude maximale. Et enfin, la descente sous parachute, qui commence lorsque la fusée commence à chuter, ce qui déclenche l'ouverture des parachutes. Aussi, on peut dire que pour son vol, la fusée est soumise à 3 forces. Son poids, la poussée du moteur et la résistance de l'air. Tous ces calculs se passent au sol, mais concrètement, pour être mis en orbite, un satellite doit atteindre une vitesse de 8 km/s à 200 km d'altitude et 6,9 km/s à 2000 km. Il existe 2 types d'orbites, les orbites elliptiques et les orbites circulaires. Voilà, vous savez ce qui a permis d'envoyer un satellite dans l'espace il y a des dizaines d'années. La navigation spatiale représente un enjeu technologique pour les États. En effet, c'était celui qui dispose des meilleures technologies et de l'avancée scientifique la plus importante qui était considérée comme la première puissance mondiale. Le développement des ordinateurs modernes, des langages de programmation et des systèmes embarqués est dû à la conquête spatiale et au premier vol habité, en particulier le programme Apollo dans les années 1960. L'ordinateur de vol des capsules Apollo, AGC, est le premier ordinateur au monde à circuit intégré datant de 1966. Lors du développement du programme Apollo, les langages de programmation n'existaient pas, tout a donc été écrit à partir de zéro, à la main, sur papier, puis transformé en cartes perforées avant d'être stocké sur une mémoire faite de cordes cuivrées. Le développement des satellites est à l'origine de nouveaux services, comme la téléphonie mobile par satellite, les prévisions météo, les GPS et les chaînes TV diffusées par des satellites. Le domaine militaire est aussi un des principaux atouts durant un conflit. En effet, celui-ci apporte un atout majeur pour quiconque le possède. L'exemple des satellites espions est pour moi assez emblématique. Grâce à cet outil, le pays qui le possède peut facilement espionner d'autres pays, infrastructures militaires, civiles ou établir des stratégies en fonction des armes et des troupes adverses. Durant la guerre froide, les États-Unis furent obligés de recourir à cette technologie après l'incident d'un avion U-2 abattu par les Russes au début des années 60. Suite à cela, les Américains décident de lancer des satellites espions, Corona, qui a pour but de photographier les installations sensibles russes, mission qui se soldera par un échec puisque les photographies recueillies sont des couches de nuages. Peu après cet échec, les Américains et les Russes lancèrent des programmes d'espionnage habités, MOL et Salyut. Tous deux furent abandonnés pour des raisons budgétaires. En 1983, le président des États-Unis, Ronald... c'est pas fini! C'est quoi là? Ah, excusez-moi, je savais pas que ça tournait encore. Ah si, ouais, ça tourne. Excusez-moi, reprenons. En 1983, le président des États-Unis, Ronald Reagan, demande la mise en place d'une station spatiale par la NASA basée sur la coopération internationale. Ah bah c'est enfin fini. Oh là, y'en a marre les gars, un peu de sérieux s'il vous plaît, 2 secondes, moi on peut pas être sérieux 2 secondes, bande on a marre, là. L'équipe de tournage rencontre des difficultés techniques, veuillez patienter. Maintenant le problème réglé, nous pouvons reprendre. En 1983, le président des États-Unis, Ronald Reagan, demande la mise en place d'une station spatiale par la NASA basée sur la coopération internationale. Au début de l'année 1985, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, s'associe au projet, puis le Canada et le Japon la même année. En 1988, le projet est baptisé Freedom, Liberté, par Reagan. Ce projet est la définition même de la coopération multinationale. Et en 1993, la Russie, pourtant rivale pendant la guerre froide, est invitée à se joindre au projet. Freedom devient alors la Station spatiale internationale. Le terme de coopération prend alors tout son sens puisque de nombreux pays se sont joints au projet. L'ISS est le fruit d'un grand partenariat politique et scientifique, puisque cette extraordinaire coopération a permis, malgré les difficultés techniques et financières, d'avancer grandement dans ce projet. Le projet en 2015 n'est pas encore prolongé, mais la station a grandement évolué. La collaboration internationale permet également d'assurer des accords de pacifisme. En effet, les pays émergents du Moyen-Orient, par exemple, sont des pays potentiels pour un accord de collaboration ou un amorçage pacifique du dialogue. Il est tout à fait sûr qu'une conquête de l'espace ne peut se dérouler correctement sans collaboration étroite entre les pays. La conquête spatiale est dominée par l'URSS ainsi que par les États-Unis avec la NASA créée en 1958 durant toute la guerre froide. Il fallut attendre 1990 pour voir apparaître l'Agence spatiale fédérale russe, FKA. L'Agence spatiale européenne, ESA, quant à elle, est née en 1975.
Elle est aujourd'hui composée de 18 pays, dont l'Allemagne... Oh mais arrête ça! Va-t'en! Oui. Je disais, l'Agence spatiale européenne, ESA, quant à elle, est née en 1975. Elle est aujourd'hui composée de 18 pays, dont l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni ou encore l'Italie. L'INSRO est responsable du programme spatial national indien. Elle a été fondée en 1969. Pourtant, ces deux organismes n'ont jamais su s'imposer face à de tels concurrents, car en effet l'Europe était encore trop affaiblie par la Seconde Guerre mondiale, tandis que l'économie de l'Inde n'était pas suffisante. La CNSA gère le programme spatial chinois depuis les années 1950. Cependant, ce n'est qu'en 2003 qu'elle connaît son succès grâce à l'envoi d'un taïkonaute dans l'espace. Le Japon prend part à la course à l'espace en créant en 2003 la JAXA, qui résulte de la fusion de 3 organismes indépendants. Nous pouvons donc conclure que malgré la création au XXe siècle de nombreux organismes spatiaux, il fallut attendre le XXIe siècle pour voir ces pays émerger de la conquête spatiale. Seul le Japon s'introduit parmi ses nombreux concurrents en tant que novice. Nous savons d'ores et déjà que les enjeux étaient principalement militaires, politiques et économiques, sans oublier l'aspect technologique et scientifique. Mais qu'en est-il alors des politiques spatiales d'aujourd'hui? La Russie et l'Inde veulent booster leur économie avec la vente de lanceurs. L'Europe a comme objectif d'enrichir ses connaissances et son savoir. La Chine veut s'imposer comme nouvelle puissance planétaire, et les États-Unis veulent tout simplement être les meilleurs. Sans oublier le Japon qui veut renforcer sa sécurité à cause de la Corée du Nord et a un grand objectif technologique. Mais alors, quelles sont les nouvelles préoccupations des puissances dans le domaine spatial? Les États veulent exploiter de nouvelles matières premières, comme les minéraux sur les astéroïdes, développer le tourisme spatial, en effet beaucoup de personnes sont prêtes à payer pour un vol suborbital, et enfin enrichir leur savoir en découvrant l'origine de l'univers. La compétition marque une pause en raison des coûts des programmes spatiaux et des difficultés que rencontrent les deux puissances, ouvrant alors la voie à la coopération internationale. Le 15 juillet 1975, on voit pour la première fois l'amarrage d'un vaisseau américain Apollo 18 à un vaisseau soviétique Soyouz 19. La guerre fraîche entraîne la reprise de la course finalement. L'URSS n'ayant plus les moyens de soutenir le rythme des dépenses militaires s'effondre au début des années 90. La conquête spatiale connaît de nouveaux objectifs. Les deux puissances se lancent dans de nouveaux projets tels que la station orbitale et les navettes spatiales, avec pour objectif l'exploration de l'espace et son exploitation. La NASA développe un autre projet, le Space Shuttle, qui est une navette spatiale réutilisable. D'un point de vue militaire, l'espace a été un terrain d'affrontement indirect entre les grandes puissances de la guerre froide. Aujourd'hui, l'espace est plutôt utilisé comme un moyen de défense contre le terrorisme. Économiquement, nous avons vu que l'espace représente une somme d'argent colossale. L'économie spatiale se divise en deux parties. La partie gouvernementale qui est financée par des prélèvements et une partie privée indépendante du gouvernement qui propose des activités comme le tourisme spatial. De plus, dans le domaine politique, nous avons noté que l'espace permet une maîtrise du territoire, donne lieu à des coopérations entre les États et favorise la circulation de l'information. Scientifiquement, l'espace a permis le développement de nombreuses technologies qui ont fait progresser l'humanité et qui ont permis de nouvelles découvertes et de nouveaux exploits. Seuls les pays possédant cette technologie spatiale peuvent participer à cette conquête. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.